Alors, il me fait plaisir ce matin de vous présenter notre conférencière, le docteur Marie-André Bruno, alors qui est gérontopsychiatre ou gérontopsychiatre à l'Institut de gériatrie, professeur agrégé au département de psychiatrie à l'Université de Montréal. Alors aujourd'hui, son thème, vous savez que docteur Bruno travaille main dans la main dans la formation dans le plan Alzheimer pour des symptômes psychocomportementaux associés à la démence. Aujourd'hui, on va nous parler du tourisme psychogériatrique. Alors, je te laisse la parole. Oui, ben merci donc de l'invitation. J'avais proposé à Marie-Jeanne de me fixer une date butoir pour organiser ma pensée, pour faire le point un peu sur ce que j'ai découvert l'année dernière dans le cadre de plusieurs congrès voyages. J'ai pas de diapo conflit d'intérêt, mais il y a pas personne qui m'a financé pour ces congrès-là. C'est venu de ma poche parce que comme directrice pour la gérontopsychiatrie à l'Université de Montréal, ayant eu donc l'accord du Collège Royal pour former des résidents en gérontopsychiatrie, j'ai commencé à m'intéresser à l'organisation des services pour cette clientèle-là. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'aller s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs, de voir comment ça se faisait ailleurs et de comparer un peu avec ce qui se fait ici, surtout dans le temps de ces temps de bouleversement, de voir comment on peut suggérer des choses parce que je trouve que souvent les cliniciens ne participent pas tant que ça à la réflexion de l'organisation des soins ou la politique des soins et que souvent on a notre mot à dire parce qu'on est les plus collés à la réalité finalement. Donc, ceci sera agrémenté de différentes photos de voyage, ici en Vélib, à Paris. Comment je change avec ça? Ça? OK. Donc, on va reparler un peu du plan Alzheimer québécois, mais faire aussi un peu le tour mettre la table de ce qui est fait au Québec. Et je vais vous parler de ce que j'ai compris de l'organisation en Ontario, en France, aux États-Unis, pour enfin discuter de l'organisation des soins qui pourrait être optimale au Québec. Il y a des petits bruits, c'est normal. Je vais rester assise pour les besoins du webinaire, là, qui m'angoisse légèrement. Juste pour un petit mot sur c'est quoi la gérontopsychiatrie. Finalement, la gérontopsychiatrie, c'est la sous-spécialité de la psychiatrie qui offre des soins aux personnes âgées qui souffrent de troubles mentaux complexes, graves ou comorbides. Donc, on ne voit pas tous les patients de plus de 65 ans psychiatriques, mais une part importante de la mission, c'est d'outiller les professionnels de première ligne puis de soutenir les services de psychiatrie de deuxième ligne. On fait beaucoup de consultations, des soins partagés, des soins intégrés, puis de la formation continue comme médecin consultant, mais aussi comme médecin traitant pour des clientèles qui sont complexes, graves et comorbides. Juste dans les divers travaux, je suis sur plusieurs comités. À l'Association de médecins et psychiatres du Québec, on a essayé de répertorier qui pratiquait en gérontopsychiatrie pour vous dire qu'il y a peut-être une soixantaine de psychiatres qui œuvrent majoritairement en gérontopsychiatrie au Québec, dont 30 seulement sont certifiés par le Collège Royal. Ça fait 2 ans, en fait, qu'il y a des certifications offertes. Donc, vous voyez que c'est pas la panacée, il n'y a pas des masses de spécialistes dans ce domaine. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. L'autre flèche. Donc, les clientèles gérontopsychiatriques sont de 3 types. Les maladies psychiatriques d'apparition tardive, qui sont souvent atypiques et qui ont besoin d'une expertise approfondie en raison des conditions médicales psychiatriques qui ont des impacts réciproques. Parce que ça vient jouer beaucoup sur les durées de séjour, les coûts des soins, etc. On s'occupe aussi des troubles psychiatriques persistants depuis l'âge adulte, mais qui sont compliqués à l'âge avancé, donc qui développent des comorbidités médicales ou cognitives et de la perte d'autonomie. Puis finalement, les troubles neurocognitifs, neuropsychiatriques, appelons-les comme on le veut, ou SCPD, symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Voyons, je persévère avec le mauvais piton. Bon. Donc, juste un bref rappel que dans les critères diagnostiques de la maladie d'Alzheimer, on a inclus depuis 2011 des symptômes, dans la définition, on parle de symptômes cognitifs ou comportementaux. Donc, on admet que dans la maladie, il y a une part intégrante de ces symptômes-là. Et donc, dans les symptômes cognitifs et comportementaux, il y a le critère changement de personnalité ou du comportement.
Alors qu'on savait ça depuis la description de M. Alzheimer. On s'est beaucoup intéressé aux maladies dégénératives pour la perte cognitive et d'autonomie, mais maintenant on remet à l'avant-plan les symptômes neuropsychiatriques. C'est quoi les symptômes neuropsychiatriques? Bien, il y a différentes classifications possibles. Vous avez ici tout ce qui est listé dans l'inventaire neuropsychiatrique. Il peut être intéressant de les regrouper, soit en symptômes affectifs ou de la motivation, en symptômes psychotiques ou les symptômes dits plus frontaux ou comportementaux qui surviennent dans des maladies avancées. Est-ce que c'est un problème important? Ben, on sait que selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2026, 23% de la population va avoir plus de 65 ans. On sait aussi que la clientèle des hôpitaux aigus est vieillissante et devient majoritaire là, en haut de 65 ans. Et que la clientèle hébergée aussi se transforme et que pour plus de 80% maintenant dans nos parcs de lits, c'est des troubles cognitifs qui sont présents. Donc, quand on regarde la maladie d'Alzheimer, l'Institut de la statistique prévoyait qu'en 2015, il y avait à peu près 120 000 Québécois qui en souffriraient. Et de ceux-là, quand on regarde les études épidémiologiques, la quasi-totalité vont présenter des symptômes neuropsychiatriques. Il y a une étude québécoise là, qui a démontré à peu près la moitié des patients qui sont hébergés qui présentent de l'agitation, de l'agressivité relativement importante. On sait donc que les symptômes psychotiques, encore une fois, à peu près la moitié des patients souffrant d'Alzheimer vont en présenter, beaucoup plus chez les parkinsoniens puis dans la démence à corps de Lewy. Idem pour la dépression, à peu près la moitié des patients vont présenter des syndromes dépressifs à un certain moment. Et en longue durée, au Québec, à peu près le tiers des patients sont sous antipsychotiques à ce jour. L'INES avait constaté une augmentation de ses prescriptions de 13 entre 2006 et 2009, alors que c'est la période où sont sortis les avertissements, les black box warnings en termes d'augmentation de la mortalité. Donc, c'est un problème relativement important et prévalent. On sait que les SCPD sont présents à tous les stades de la maladie. Ils peuvent varier, mais les plus fréquents sont dépression, anxiété, apathie, et qui sont malheureusement souvent sous-diagnostiqués et sous-traités, alors qu'ils entraînent toutes sortes d'impacts, donc une diminution cognitive plus rapide, plus d'institutionnalisation, plus d'incapacité fonctionnelle, plus de mortalité, diminution de la qualité de vie. Les aidants sont plus déprimés, anxieux, plus d'utilisation des contentions physiques et chimiques. J'ai mis une petite citation là, qui provient d'une étude française qui calculait que les SCPD en soi augmentaient les coûts, par exemple, de 4 000 € par an à domicile, 7 000 € par an en soins de longue durée, juste pour ces aspects-là. Ils ont toutes sortes de modèles mathématiques pour calculer l'impact financier d'un symptôme en particulier. C'était quoi les constats qu'on peut faire au niveau clinique sur le plancher des vaches au Québec et dans le rapport Alzheimer, il est cité différents problèmes. Donc, entre autres, que le système hospitalier de soins aigus n'est pas outillé pour faire face aux enjeux multiples complexes. Hein, c'était beaucoup. Les hôpitaux ont été construits pour des problématiques aiguës de l'âge adulte, alors qu'il y a une population vieillissante, comorbide complexe. J'entends les gens parler dans mon ordinateur. Oui, il faudrait que vous coupiez votre son, les amis. Alors, donc, je disais que le système hospitalier est peu adapté, mais on sait que l'approche adaptée à la personne âgée qui va être implantée dans les différents hôpitaux du Québec va peut-être aider à modifier un peu le paradigme de soins. Souvent, les patients gérontopsychiatriques ou avec SCPD se retrouvent laissés pour compte parce qu'il n'y a pas de lieu d'hospitalisation spécifique pour eux au Québec, donc ballottés en différentes spécialités médicales, sans prise en charge adéquate, ceux qui bloquent les lits. Dans certains hôpitaux, ces patients-là sont hospitalisés au nom du tour de garde de la spécialité. Donc, quand c'est l'ORL qui hospitalise les patients SCPD, mon respect pour l'ORL, c'est pas nécessairement la prise en charge la plus optimale. Ou autre exemple, j'aurais pu citer d'autres spécialités comme ça. Il n'y a pas de ressources d'hébergement adaptées pour recevoir rapidement ces patients-là. Il y a quelques ressources d'hébergement, mais le passage est souvent très long. Et le passage aux urgences, ben, on le sait que c'est délétère pour ces clientèles-là. Ça accélère le déconditionnement. Dans les réseaux de première ligne, on reconnaît aussi plusieurs vides de services. Les personnes âgées n'ont pas d'accès réel aux services des équipes de santé mentale. Hein. Souvent, on va se faire dire c'est de la démence, c'est de la perte d'autonomie, etc. Et ils n'ont pas nécessairement toujours besoin du SAPA.
Puis celles qui ont des besoins à la fois en santé mentale et en soutien à l'autonomie se retrouvent souvent de 2 chaises. On se fait dire au CLST, non, ça va dans tel programme de soutien à domicile, non, ça va dans tel autre. Puis finalement, il n'y a jamais de prise en charge. On sait aussi que le réseau de santé mentale est très peu équipé pour faire face aux enjeux liés à la perte d'autonomie due au vieillissement. En santé mentale, les gens sont pas très bien formés pour la perte d'autonomie, les interactions entre les pathologies médicales et psychiatriques, la polymédication. Donc, la prise en charge est souvent sous-optimale, il y a un moins bon pronostic et ça allonge les durées de séjour. L'hébergement, dans différents lieux du Québec, il y a différents programmes. On sait qu'il y a eu ici à Montréal naissance du programme d'évaluation pour hébergement qui visait à sortir les patients en attente d'hébergement des hôpitaux aigus, mais qui a eu des conséquences autres, à savoir de multiples déplacements un peu erratiques des patients d'une clientèle fragile qui, des fois, doit vivre 3 à 4 déménagements dans un temps court et qui se déconditionne et qui devient aussi instable au niveau de la santé mentale en raison de ces multiples déplacements, souvent des prises en charge aiguës qui sont faites que sur un problème aigu et on ne considère pas la comorbidité complexe. Donc, il faut penser quand on prévoit des programmes aux impacts que ça peut avoir aussi sur la clientèle. On a des unités spécifiques à Montréal pour des clientèles dites avec troubles de comportement, mais on sait que l'accessibilité à ces unités-là est quasi nulle. De ce que j'en ai compris dernièrement, Feu, l'agence de Montréal, faisait une réflexion à savoir s'il devait fermer ces unités-là pour répartir les patients avec des troubles de comportement un peu partout sur des unités régulières en renforçant l'enseignement. On verra si c'est une bonne idée, là, mais j'ai mon opinion là-dessus, vous la découvrirez un peu plus tard. Des regroupements de clientèle en fonction des diagnostics ou en fait en fonction des problématiques spécifiques. Il n'y a pas nécessairement une philosophie de ça particulière au Québec, alors que la littérature cite que ça serait pertinent. L'absence d'unité de réadaptation et hébergement pour STPD, donc il n'y a pas de lit dans les hôpitaux aigus, il n'y a pas de lit non plus pour des conditions subaiguës de réadaptation qui nécessiteraient une espèce d'hospitalisation de moyenne durée. Et ça, c'est un problème. Les difficultés de liaison avec l'hospitalisation quand c'est nécessaire, hein, on le sait qu'on se gratte la tête quand on a quelqu'un à domicile ou en hébergement qui aurait besoin d'une prise en charge aiguë. On a eu un cas hier encore où on s'arrache tous les cheveux à savoir où il va être le mieux traité puis quelle va être la meilleure situation. Il y a quelques unités, donc l'unité Mo-Levin au Douglas puis celle de l'Institut de santé mentale au Québec, qui sont ce type d'unité-là de prise en charge aiguë, subaiguë pour essayer de traiter les patients puis de les retourner à leur milieu d'origine avec une accessibilité variable. Et on sait donc un autre problème, c'est l'absence de formation du personnel pour les prises en charge pour ces problématiques complexes-là. L'ISO-SMAF, qui est désormais le système de cotation des travailleuses sociales pour orienter les patients dans un milieu d'hébergement ou un autre, où il y a très peu de cotation sur les items de comportement. Hein. C'est un item de comportement sur 29 points dans l'ISO-SMAF 5. Donc, encore une fois, on va sous-estimer la demande d'encadrement des patients qui ont des troubles de comportement. Ils ne coteront jamais pour des milieux encadrés, alors qu'on sait que les patients frontaux très agressifs ont besoin d'une structure vraiment de soins de longue durée avec tout le personnel qui va avec. Donc ça, c'est une autre problématique. Et donc, le fait que ces patients-là ne cotent pas suffisamment pour aller en longue durée, ils sont orientés vers des ressources intermédiaires et il y a certaines difficultés liées aux ressources intermédiaires. Je vais vous en parler un peu plus loin. Un petit mot sur les unités SPEC. Il y a eu dans les dernières années à l'Agence de Montréal des comités qui se sont penchés sur revoir un peu les critères d'admission, de congés, qu'est-ce qui devrait être fait dans les unités spécifiques. Donc, l'unité spécifique à Montréal, ça se définit comme une unité de soins et de services adaptés qui est spécialement aménagée dans un CHSLD pour accueillir une clientèle en perte d'autonomie qui présente des troubles de comportement. Donc, on prévoyait que c'était un lieu de transition et de stabilisation et que par la suite, les patients seraient orientés vers des unités de vie plutôt régulières. Dans les faits, ces patients-là ne sortent jamais des unités SPEC, ce qui fait qu'on n'a pas d'accessibilité à ce niveau-là. Donc, les critères généraux d'admissibilité dans le comité qui a repensé un petit peu ça, ils ont fait un rapport, mais qui n'a jamais été finalement
mise en place. Donc, c'est avoir 18 ans et plus, évidemment, une perte d'autonomie qui peut pas être maintenue dans la communauté et qui présente des troubles de comportement significatifs, soit modérés ou sévères, et de nature persistante. Bon, ils excluent des patients criminels, évidemment, ou sociopathes, d'autres programmes qui pourraient être pertinents, donc déficience intellectuelle, santé mentale, soins palliatifs, des problèmes de dépendance aux substances qui sont assez importants, quelqu'un dont la condition médicale est pas stable puis qui a besoin de réadaptation fonctionnelle intensive. Donc, à Montréal, là, les derniers chiffres que j'avais trouvés, il y a à peu près 251 places de spectre type 1, où là, c'est des troubles de comportement liés principalement à un trouble neurocognitif associé ou non avec des symptômes psychiatriques stabilisés. Et donc, ils ont besoin d'une prise en charge particulière à cause de la sévérité des troubles du comportement, mais l'agressivité est prévisible et contrôlable. Spectre 2, un petit peu moins de place, où là, c'est plutôt des patients qui ont des problématiques psychiatriques chroniques, qui peuvent avoir ou non des troubles cognitifs et une perte d'autonomie associée, et qui nécessitent une surveillance accrue, un encadrement spécifique à cause des troubles de comportement, donc avec une agressivité aussi prévisible et contrôlable, et qui ont besoin de plus d'encadrement que l'unité de type 1. Et qui peuvent démontrer une intolérance à la mixité de clientèle, dit-on, et on devrait avoir les services d'un psychiatre consultant sur ces unités-là. Fait que c'est pas toujours simple de voir qui va dans un, dans deux, dans bon, l'overlap de tout ça. J'ai eu rapport d'un sondage sur une de ces unités-là, puis les diagnostics étaient de tout type, entre schizophrénie, démence, démentie, Korsakoff, etc. Donc, c'est pas encore très clair vers où ils sont dirigés. Puis finalement, le type 3, il n'y a que 14 places au Québec. Et donc, c'est pour des troubles graves du comportement. Il y a des troubles neurocognitifs ou une maladie psychiatrique. Donc, un degré d'imprévisibilité, de dangerosité important qui nécessite donc beaucoup d'encadrement par des professionnels de la santé parce qu'ils se mettent en danger ou ils mettent en danger leur entourage, et pour lesquels le fait d'être mixé avec d'autres clientèles accroît la fréquence, l'intensité des comportements violents et qui présentent un potentiel d'adaptation, de réadaptation. Oui. Je pensais que le 3, c'était non, pas nécessairement. En fait, je suis allée visiter cette unité-là. Les patients, la moyenne d'âge est beaucoup plus basse. C'est des patients donc plus jeunes. Je pense qu'il y en avait un ou deux qui étaient plus de 65 ans sur cette unité-là. Et effectivement, il y a beaucoup de TCC frontaux, mais il y avait par exemple un autiste qui avait des comportements automutilatoires sévères, une borderline qui s'automutilait, qui rentrait des supports, des choses comme ça. Là. Donc, on parle de dangerosité quand même importante et qui a besoin d'hébergement. Les RI, qu'est-ce qu'il y en est du cadre législatif des RI? Ben, sachez qu'il n'y a aucun ratio de personnel résident qui est imposé en fonction de la taille. Il n'y a pas d'encadrement législatif de ça. La norme, en fait, c'est la présence constante d'au moins une personne qui possède une formation à jour d'un organisme reconnu en RCR et en secourisme. C'est ça la norme. Alors, c'est nos clientèles avec des troubles de comportement, sachez-le, qui se retrouvent dans des résidences comme ça, où la nuit, il n'y a qu'une personne qui connaît le RCR. C'est un peu ce qu'on a vu, l'incendie à l'île verte, on a vu ce que ça donnait quand il n'y avait pas d'encadrement de professionnels. Et l'association, je vais mal le dire, l'Association des ressources intermédiaires du Québec a fait un sondage l'année dernière et seuls 17% des employés possédaient une formation postsecondaire, alors qu'ils répertoriaient qu'ils recevaient un grand pourcentage de patients avec des troubles de comportement, des patients en fin de vie, etc. Le manque de ressources de soutien à domicile fait en sorte que des personnes doivent consulter à l'urgence, bien sûr, et continuer d'occuper des lits en centre hospitalier pendant de longues périodes. On sait que le nombre de gérontopsychiatres est insuffisant pour combler tous les besoins cliniques démontrés. Les gérontopsychiatres, on a des postes non protégés, ce qui veut dire qu'on est soumis un peu au coude à coude dans les départements de psychiatrie, à savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour recruter dans un contexte où c'est très difficile de recruter en psychiatrie parce qu'on a des prêmes imposés par le ministère. Et donc, en gérontopsychiatrie, chaque milieu clinique organise ses soins de façon un peu singulière ou historique, étant donné le manque de ressources. Et ce caractère aléatoire-là, l'absence de structure spécifique fait en sorte que l'expertise est fragilisée puis repose dans bien des milieux sur un ou quelques individus.
et il n'y a pas vraiment de coordination quand on regarde ça au niveau systémique. On sait qu'au ministère de la Santé, il y a la direction de la santé mentale qui s'occupe donc de psychiatrie et autres, mais il y a aussi la direction des aînés qui relève d'un tout autre programme, et il y a très peu de communication bidirectionnelle entre ces deux directions, ce qui fait qu'il n'y a pas de coordination des services. Donc, le rapport Alzheimer en 2009 disait ça. En fait, spécifiquement pour les SCPD, une accessibilité limitée à des interventions pour le traitement et la gestion. Les proches aidants étaient souvent peu soutenus, s'épuisaient à la tâche, font souvent face à des situations de crise. Et pourtant, ces situations de crise nécessiteraient une réponse rapide et adaptée. Et c'est très difficile à obtenir. La prise en charge fait souvent défaut alors que c'est omniprésent dans les milieux de soins. L'absence ou la faiblesse de la formation conduit à une prise en charge sous-optimale et à la surutilisation des antipsychotiques. C'est toutes des citations du rapport Alzheimer. Cette absence ou faiblesse de la formation, comme la qualité sous-optimale des soins qui en résultent, conduisent à la dévalorisation du travail des intervenants. Dans les faits, peu de ressources d'hébergement substituts sont capables de répondre à l'ensemble des besoins des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer qui doivent passer donc d'un lieu à l'autre au fur et à mesure que leurs symptômes deviennent plus problématiques ou que la dépendance physique devient trop importante. Et donc, ce manque de continuité-là dans l'approche de soins, avec la diminution de la capacité d'adaptation de ces personnes-là fragiles et souvent pénibles, autant pour la personne que pour la famille. Les recommandations du rapport d'Alzheimer disaient donc que ça nous prenait des équipes ambulatoires SCPD, donc qui étaient constituées d'un médecin expert, un clinicien psychosocial, un coordonnateur pour gérer les SCPD modérés et graves, qui soient accessibles dans le fond à l'ensemble de la première ligne, autant les GMF que les programmes de première ligne, que les ressources d'hébergement pour aider donc au diagnostic, au plan d'intervention et faire un peu de coaching, d'accompagnement clinique, mais aussi des équipes surspécialisées de troisième ligne qui deviendraient comme les experts vers qui on se tourne dans les cas très complexes, mais qui sont aussi préoccupés d'offrir de la formation continue, d'aider les agences à assurer la couverture des services, entre autres par la télésanté, faire de la recherche, développer des guides de pratique, des outils d'intervention, des programmes de formation, puis l'évaluation des technologies. Fait que c'est un peu dans ce contexte-là d'équipes surspécialisées qu'ici, on s'est constitué et qu'on essaie de répondre à ces différents enjeux. Et c'est pour ça, donc, je vous parle d'aider à assurer la couverture des services aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de l'hôpital, dans le rapport Alzheimer, on disait assurer les services d'une équipe compétente de consultation à l'hôpital pour les SCPD, disposer d'une structure de soins aigus appropriée pour évaluer et traiter les personnes de façon sécuritaire quand elles présentent des SCPD, donc des unités spécifiques de traitement pour ça à l'hôpital aigu, et assurer la formation continue des professionnels, donc sur l'Alzheimer, le délirium, les SCPD, les soins de fin de vie. Favoriser pour les stades moins évolués de la maladie des regroupements de 6 à 14 personnes, on parle d'hébergement, dans des espaces au design architectural approprié et où le personnel est formé, dans le fond. Promouvoir le développement de milieux de vie substituts polyvalents qui sont capables de répondre aux différentes phases d'évolution de la maladie quand les besoins changent, en tenant compte d'un environnement sécuritaire quand il y a des problèmes d'errance ou d'agressivité qu'il faut gérer, et donc d'un milieu enrichi en soins infirmiers quand la dépendance physique grandit ou quand on est rendu plus à une optique palliative. Assurer la disponibilité d'une unité sécuritaire pour les malades qui présentent de l'agressivité physique importante et qui sont incompatibles avec la mixité des clientèles. Dans le fond, donc ici, on suggérait un regroupement de clientèle qui nécessite un ratio personnel-patient plus élevé que sur les unités régulières. Et on disait que les personnes pouvaient y être admises temporairement ou de façon prolongée. Donc, on dit tout ça, c'est bien beau, on ne peut pas être contre la vertu, mais est-ce que c'est efficace? Une prise en charge structurée, bien, il y a différents papiers dans la littérature qui démontrent, là, je vous ai mis quelques citations, que le traitement des symptômes dépressifs, par exemple dans la démence, ça améliore le niveau fonctionnel, ça diminue la détresse des aidants. Traiter la dépression post-ACV, ça favorise la réadaptation dans les sphères aussi cognitives, motrices et fonctionnelles. Que quand on soutient et qu'on éduque les aidants, ça permet de retarder l'hébergement.
que l'efficacité des équipes ambulatoires de psychogériatrie fait consensus dans la littérature et que cette équipe-là paraît plus efficiente par rapport à des soins standards sans être plus coûteuse, surtout si on y intègre le rôle d'éducation et donc des meilleurs résultats pour des soins qui sont offerts en externe. Donc, des services complets qui incluent de la formation, en plus de l'évaluation et d'un plan de traitement qui est adapté aux besoins particuliers, permet de diminuer la sévérité des symptômes, diminuer les hospitalisations aiguës, diminuer les coûts, diminuer l'utilisation de psychotropes. Les prises en charge dans des unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie, la littérature a démontré que ça permettait une meilleure évaluation du patient, donc un bilan plus complet, entre autres l'évaluation cognitive et l'évaluation diagnostique complète et nuancée en tenant compte des vulnérabilités biologiques liées à l'âge, les vulnérabilités psychosociales en lien avec toutes les pertes qui surgissent à cette étape-là de vie et une meilleure orientation vers des services spécifiques à l'âge au conjoint. On parlait aussi d'un traitement plus pertinent des troubles psychiatriques, donc en monitorant les niveaux sériques des médicaments, en tenant compte de la polypharmacie des interactions, en permettant la stimulotherapie quand c'est pertinent, etc. Des prises en charge sur des unités d'hospitalisation spécifiques pour la démence diminuent le nombre de contentions physiques. La prise en charge en gérontopsychiatrie améliore la formation des psychiatres généraux, des autres médecins, des autres intervenants. Encore une fois, permet de réduire les symptômes, diminuer les psychotropes et réduire le fardeau. Ça, c'est une revue Cochrane, entre autres, qui parlait de ça. Ce qui m'amène un peu à un document qui a été un élément clé dans ma réflexion, qui provient de la Commission canadienne de la santé mentale pour les aînés, qui, en 2011, a publié des directives, mais oui, j'écris directrices, relatives à la planification, à l'organisation de services complets en santé mentale pour les aînés. On parlait de certaines structures qui devaient être minimalement organisées. Donc, la première, c'est qu'ils appellent des services communautaires. Il y a quelqu'un qui tousse dans mon ordinateur. Pouvez-vous vous mettre à mute, s'il vous plaît? Merci. Donc, des services communautaires et des équipes mobiles de gérontopsychiatrie. Donc, ça, c'est comme l'équipe de clinique externe qui voit une couverture régionale des consultations, des soins partagés, mais ils s'occupent donc de répondre aux besoins qui proviennent de toute la première ligne, les médecins généralistes, mais aussi des établissements de soins de longue durée, des services généraux en santé mentale, des organismes communautaires, et donc qui permettent un suivi aussi des patients qui ont des problématiques psychiatriques graves. Ça inclut une équipe de gestion intensive dans le milieu et c'est l'équipe qui fait la liaison entre l'hospitalisation, le domicile, l'hébergement, etc., afin de réduire au maximum la nécessité de passer par l'urgence. Encore une fois, cette équipe-là devrait être constituée d'un gérontopsychiatre, d'infirmières qui ont des compétences en santé mentale et en gériatrie, plus ou moins des spécialistes en réadaptation, neuropsychologues, psychologues, dépendamment des modèles. Et eux ont parlé de jalon de dotation d'un médecin et 5 professionnels par 10 000 aînés canadiens. Fait qu'on s'est inspiré de ça pour faire des recommandations au ministère dernièrement, là, via l'Association des médecins psychiatres du Québec pour calculer un peu comment on aurait besoin de gérontopsychiatres. Ensuite, la commission recommande des services intra-hospitaliers de gérontopsychiatrie, donc qui incluent la consultation liaison sur les étages médico-chirurgicaux, mais aussi des lits d'hospitalisation spécifiques à la clientèle gérontopsychiatrique qui ont une couverture médicale aussi autant gériatrique que psychiatrique, et donc qui est destiné aux patients dont la complexité dépasse la capacité des services généraux de psychiatrie et qui requièrent donc des interventions spécialisées. Il y en a de ces patients-là qui ont besoin d'intervention de réadaptation. Puis on parlait de jalons de dotation entre 4 à 6 lits d'hospitalisation de courte durée par 10 000 aînés, puis 3 à 4 lits de moyenne durée de réadaptation, donc par 10 000 aînés. On parlait aussi de la possibilité d'avoir des hôpitaux de jour en gérontopsychiatrie. Des services dans le cadre des établissements de longue durée. Donc ça, ils incluent ça dans les équipes mobiles communautaires. Donc c'est cette équipe-là qui voit aussi à couvrir l'ensemble des besoins de la longue durée. Et je cite ici une étude là, ontarienne où la présence d'un gérontopsychiatre, d'une infirmière, avait permis de diminuer le taux d'admission en hôpital aigu de 3 admissions par 100 lits de longue durée par année. Donc, on voit un effet direct sur le fait de devoir transférer des patients à l'urgence.
Donc, en longue durée, ça se fait sur un mode de consultation, mais il devrait y avoir aussi la couverture d'unités de traitement et de stabilisation à long terme, donc des unités spécifiques pour des troubles de comportement agressifs ou de l'errance, par exemple. Et parle aussi d'autres systèmes accessoires, donc des systèmes de prise en charge du comportement, des services de soutien spécialisés pour les crises et les urgences, des services pour la démence à début précoce, des soins palliatifs gérontopsychiatriques, toxicomanie gérontopsychiatrique, gérontopsychiatrie légale. Vous avez le site web qui vous mène vers ce document. Ce qui m'a amené donc à visiter l'Ontario. En fait, je suis allée à Ottawa rencontrer Dr. Tourigny-Rivard, qui est une des gérontopsychiatres fondateurs au Canada, qui m'a fait un tour guidé de la région d'Ottawa, comment ça s'était organisé. Donc, autour de l'hôpital royal d'Ottawa, qui est un bel hôpital psychiatrique tout neuf, c'est fantastique. Il y a de la peinture fraîche sur les murs. Bref. Ah, mon Dieu. La réflexion en Ontario a commencé, en fait, beaucoup autour de l'hébergement. En fait, en 2007, il y a eu un drame qui s'est produit, c'est que il y a eu deux patients âgés qui ont été tués par un autre copatient dans une résidence là, qui s'appelait Casa Verde. Et suite à ça, il y a eu un rapport du coroner sur l'organisation en hébergement pour les patients qui ont des troubles du comportement. On sait que ça s'est produit ici, hein, au CHUM à Notre-Dame, dans les dernières années. Et par contre, ça semble pas avoir fait l'objet d'un rapport du coroner ici. Mais en fait, donc, ça, suite au rapport du coroner, les constats qu'ils ont fait en Ontario, c'est bien sûr, comme ici, vieillissement de la population, augmentation de l'incidence des maladies dégénératives et des STPD, puis que c'était désormais 85% de la clientèle en longue durée. On savait aussi qu'il y avait une diminution des lits d'hébergement psychiatrique depuis la désinstitutionnalisation. Il y avait une augmentation de la pression pour libérer les lits aigus, comme ici, du personnel dévoué, mais sans structure de service, des services fragmentés, sans continuum de soins, un manque de coordination, d'intégration puis d'imputabilité du système et un constat aussi de la nécessité de construire sur les forces présentes. Donc, suite à ça, dans les recommandations de ce rapport-là, on parlait d'évaluation séparée des besoins spécifiques, des stratégies de traitement de 3 clientèles qui devaient être faites. Donc, pour les STPD, pour les patients plus jeunes neuropsychiatriques, donc TCC, sclérose en plaques, etc. Et pour les patients psychiatriques chroniques qui ont besoin aussi d'un hébergement adapté. Donc, on reconnaissait la nécessité de séparer ces clientèles-là, de créer un système flexible, adapté, coordonné à partir des ressources en place. Et ça, c'est la liste des acronymes qui ont été mis en place. Je vais passer un peu un après l'autre. Donc, si on regarde PRC, en fait, PCR, c'est beaucoup des infirmières qui spécifiquement ont des postes à visée de formation et d'éducation à travers tout le territoire. Donc, ils sont responsables de former des programmes de formation et de les diffuser pour chaque région. Ils sont en lien avec des équipes communautaires aussi. Et donc, il y a des postes spécifiques qui ont été créés pour ça. Je voulais vous amener les programmes de formation. En fait, au Canada anglais, ils utilisent beaucoup le programme Pieces, qui est une brique qui passe à travers tout ce qu'on doit savoir sur la démence, les troubles de comportement. Et ils sont aussi obligatoirement formés à ce qu'on appelle la Gentle Persuasive Approach, donc tout ce qui est l'approche de soins pour ces clientèles-là. Et donc maintenant, il y a une diffusion là, sur tout le territoire de ces plans de formation-là dans toutes les ressources d'hébergement. Le HINF, il prévoit, en fait, c'est un fonds spécial, un budget spécial qui est disponible pour 72 heures d'un personnel supplémentaire, donc d'un préposé, par exemple, ou qui va pouvoir assurer une présence 1 pour 1 par épisode de crise, qui permet, dans le fond, que le préposé qui est là 1 pour 1 va observer les précipitants du comportement dont origine la crise et qui va construire un plan d'intervention. Et ça, c'est dans le but d'éviter un transfert à l'urgence puis une intervention policière. Donc, ça peut être utilisé lors des transferts d'établissement. Par exemple, le patient est hospitalisé en aigu pour une crise comportementale. Mais quand il retourne à son hébergement, on a 72 heures de préposé 1 pour 1 attitré pour faciliter la transition et vice-versa.
Donc ça, je trouve ça fantastique. Quelle idée originale. On aurait eu besoin hier. On s'est arraché les cheveux avec une infirmière-chef hier à savoir comment on pourrait gérer un patient qui frappe les autres patients de façon imprévisible. Bien, ce genre de flexibilité financière peut nous aider. Ensuite, ils ont conçu un poste qu'on appelle le Behavioral Support Nurse. Donc, ça, c'est des infirmières qui ont vraiment des fonctions d'être sur place. Dans chaque ressource d'hébergement, il doit y avoir, selon le ratio de résidents, au moins une infirmière comportementale qui voit, dans le fond, les patients qui présentent ça, qui essaie de prévenir les crises, de monter des plans d'intervention avant la venue de l'équipe communautaire l'équipe mobile communautaire là, de psychogériatrie avec le médecin, le gérontopsychiatre, etc. Mais l'infirmière qui est sur place est comme la coordonnatrice locale des plans d'intervention puis de l'évaluation des troubles de comportement. On parlait d'un ratio là, de 0,25 équivalent temps plein par 100 lits. Donc, pour 400 lits, on aura un temps plein ici, par exemple. Quelqu'un qui est formé à l'approche PIECES et donc qui a un financement spécifique et une description de tâches spécifique. Comme je le disais, dans les rôles, c'est de coordonner le système pour assurer la liaison entre la longue durée et les services externes pour qu'il y ait un continuum de soins. Donc, elle évalue les patients avant la visite de l'équipe mobile, elle identifie précocement les STPD, évalue les facteurs précipitants, puis fait les plans d'intervention. Elle s'assure que les plans d'intervention sont suivis, puis les réévalue. Et quand la clinique mobile vient, ben, elle assiste aux cliniques, puis elle fait la liaison entre les patients, l'équipe traitante et l'équipe de consultation. Elle fait de l'éducation et du coaching à l'interne et peut participer à la recherche et au management de la qualité. Oui. Donc, il y a une infirmière qui est comme plus spécifiquement affectée à l'unité de coaching, puis il y a une autre infirmière que tu mentionnais tantôt, qui elle fait spécifiquement la formation. Bien, ça, c'est plus des infirmières cliniques locales là, qui s'occupent des troubles de comportement. Je dirais peut-être le rôle que nos psychologues font ici. L'autre, c'est plus au niveau systémique de la province ou du territoire local pour prévoir des plans de formation globaux. Ensuite, donc, le SGM-HOT, ça veut dire Specialized Geriatric Mental Health Outpatient Team. Donc, on parle de jalon de dotation d'une équipe pour 10 000 aînés. Eux ont calculé que ça coûtait à peu près 1,2 million, cette équipe-là. Donc, c'est une équipe interdisciplinaire avec principalement donc une infirmière spécialisée en santé mentale. Il peut y avoir d'autres professionnels, TS, ergo, psycho, etc. Et un gérontopsychiatre ou un psychiatre intéressé ou à défaut un médecin de famille qui est particulièrement formé, intéressé vers ce type de clientèle ou versus des services, ça peut être de la vidéoconsultation via des collaborations académiques vers des milieux académiques s'il n'y a vraiment pas de ressources spécialisées sur place. On parle encore une fois de ils ont copié dans le fond les jalons de dotation de la Commission de la santé mentale canadienne, donc un équivalent temps plein gérontopsie pour 5 équivalents temps plein de professionnels et ils pensent que cette équipe-là peut suivre à peu près 500 patients par an. Cette équipe-là, donc, fait le lien entre les services internes de gérontopsychiatrie. En Ontario, c'est en gérontopsychiatrie que ces patients-là sont hospitalisés en aigu. Donc, le lien entre l'hébergement, le domicile, la gérontopsychiatrie. Ils font des consultations hebdomadaires ou bimensuelles dans les milieux d'hébergement. Font les plans d'intervention et peuvent faciliter la transition vers l'hospitalisation quand on a besoin, puis le post-congé aussi. C'est des soins partagés, donc, avec le médecin traitant des ressources d'hébergement, l'infirmière comportementale sur place et l'équipe complète là, de longue durée. Et ils font aussi la liaison puis les supports aux services d'urgence. Ils ont conçu même l'hébergement, ce qu'on appelle des Behavioral Support Units, donc 15 à 20 résidents à peu près. Donc, c'est des unités sécuritaires de longue durée pour des patients avec STPD qui ont besoin donc de traitements spécialisés, de la stabilisation avec des stratégies de plus longue durée.
que ce que l'hospitalisation aiguë peut offrir. Donc, on sait que eux aussi ont un système où après 60 jours, le lit d'hébergement est perdu. Donc, ils doivent retourner les patients d'hébergement. L'hospitalisation aiguë ne peut pas se faire plus longtemps que ça. Mais il y a quand même des clientèles qui ont besoin d'une réadaptation à plus long terme. Et donc, ces clientèles-là vont vers ces unités-là. On dit que le service de transition, c'est un service de transition, mais la durée de séjour est flexible. Ça peut être de 2 mois à 2 ans. Et on va favoriser les congés vers des unités régulières une fois qu'on a atteint la stabilité. Et avec donc le fonds spécial de transition, avec l'équipe qui peut assurer la transition, ben les retours vers les ressources dites ordinaires est beaucoup plus facile qu'ici quand on essaie de pitcher quelqu'un en dehors d'unité spec, ça n'arrive pas. Tu sais. Donc, c'est des admissions ultra spécifiques. Ils ont négocié que c'était l'équipe de gérontopsychiatrie qui allait accepter les admissions. Donc, il y avait un regard parce qu'ils ont une agence centrale aussi de coordination de l'hébergement, mais ils ont dit que pour ces unités-là spécifiquement, il fallait que ce soit l'équipe qui regarde les critères d'admission et de congé. Une unité, donc, où il y a un ratio de personnel augmenté, du personnel qualifié, des activités thérapeutiques de soir et de week-end aussi, et tout ce qui est au niveau architectural préconisé, donc unité fermée, accès à un jardin sécurisé, des pièces communes d'activité, des chambres simples avec salle de bain qui permettent une diminution de la stimulation, un personnel suffisant et stable. Bon, idéalement, il y a c'est pas tout parfait, là, mais bon. Ça, c'est un peu une équipe aussi qui est plus dans la communauté, donc plus une équipe de première ligne qui intervient dans les situations de crise, mais qui pourrait faire partie de la même équipe ambulatoire là, de gérontopsychiatrie externe. Donc, une équipe de première ligne avec une expertise en gérontopsie qui joue un peu le même rôle, mais de la communauté du domicile vers l'hospitalisation, etc., qui supporte les congés vers la communauté, etc. Ça, c'est leur système on pourrait l'appeler l'équivalent de l'agence régionale, donc qui coordonne le mécanisme d'accès à l'hébergement et, comme je le disais maintenant, intègre l'évaluation et les recommandations de l'équipe ambulatoire de gérontopsychiatrie pour optimiser le placement en temps puis en lieu pertinent et qui s'assure d'avoir un dossier médical psychiatrique complet et qui considère l'environnement approprié. Accessoirement, donc, dans le rapport, on parlait aussi de la nécessité donc de lits d'hospitalisation aiguë en gérontopsychiatrie pour traitement et stabilisation. Et on disait que ça serait bien de revoir la durée d'absence permise du lit d'hébergement de 45 jours. Je m'excuse, c'était 45 et pas 60, parce que là, ça donne lieu à toutes sortes d'entourloupettes où les médecins donnent congé à 44 jours, mais réadmettent le patient à 45 pour recommencer un autre cycle de 45 jours parce que le patient n'est pas prêt à avoir de congé. On parlait aussi de voir une rémunération adaptée pour les consultations en longue durée, que les milieux universitaires acceptent le rôle de formation et de mentorat et de consultation en longue durée, qu'on ait accès à un dossier médical électronique, my God, qu'on ait des outils comportementaux disponibles. En fait, dans le reste de l'Amérique du Nord, on utilise le système RAI. Donc, ils ont intégré ça dans les systèmes d'hébergement. Donc, on a une foule d'informations cliniques, démographiques à même l'ordinateur. Des systèmes de cotation des résidents adaptés, donc qui incluent l'évaluation des comportements et la nécessité de supervision autant que les AVD a vécu. Parce qu'ils disent que sinon, les heures soins sont sous-estimées et ça pénalise, dans le fond, les unités de longue durée qui voudraient admettre ces patients-là. Donc, c'est un non-incitatif à avoir des patients comme ça. Et bien sûr, du personnel formé et qualifié. Donc, je vous ai parlé un peu des projets de formation. Donc, on recommandait des projets pilotes avec des indicateurs de qualité pour essayer de documenter justement les impacts d'avoir une telle structure. Donc, les indicateurs de qualité, ben, ça pouvait être l'incidence de comportement agressif en longue durée, l'incidence de blessures au personnel en lien avec l'agressivité des résidents, le nombre de cas et le temps requis par l'infirmière comportementale, le caseload de l'équipe communautaire mobile en longue durée, la liste d'attente pour cette équipe-là, le nombre d'admissions à l'urgence à partir de la longue durée,
le nombre d'admissions dans les liens internes de gérontopsychiatrie ou de psychiatrie à partir de la longue durée, les admissions, les congés sur l'unité comportementale formelle, puis les taux de réadmission, puis le temps d'attente pour cette unité-là. Fait que ça pourrait être des choses qu'on pourrait mesurer éventuellement ici. Donc ça, j'ai essayé de faire un petit modèle. En fait, les flèches devraient être bidirectionnelles et tout ça, mais j'ai mis au centre, dans le fond, l'équipe mobile communautaire qui est un peu comme le rôle de coordination entre les différents systèmes de soins. Et bien sûr, en longue durée, bien, vous avez l'unité comportementale, l'infirmière comportementale et l'hospitalisation se fait surtout en gérontopsychiatrie. Donc, en France, que dire? Je suis allée à ce congrès sur le parcours de soins du patient Alzheimer qui se fait à chaque année. Et donc, la petite histoire de ça, c'est depuis le plan Alzheimer de Sarkozy, 2008-2012, qui avait été conçu sur un rapport de Joël Ménard, où on disait que dans le fond, en France, il y a 850 000 personnes avec démence de type Alzheimer et maladies apparentées, plus 150 000 avec maladie de Parkinson, plus 85 000 avec sclérose en plaques, donc ça fait quand même pas mal de monde à s'occuper. Le plan Alzheimer 2008-2012 prévoyait l'injection de 1,6 milliard d'euros. Donc, ils n'ont pas lésiné sur la dépense. Et ça comportait 4 axes, 11 objectifs, 44 mesures avec donc améliorer la qualité de vie des malades, donc tous les systèmes de soins, la recherche, puis un enjeu de société puisqu'il y a le vieillissement de la population. Donc, je suis allée animer un petit symposium et présenter ce qu'on fait ici en télépsychiatrie et notre programme de formation à e-learning. Donc, la mesure, je vous ai mis seulement les mesures qui concernent un peu mon propos d'aujourd'hui. Mesure numéro 1, développement et diversification des structures de répit. Donc, on prévoyait la création de 11 000 places d'accueil de jour ou 5 600 places d'hébergement temporaire avec des formules innovantes. Accueil de jour, oui, mais accueil de nuit aussi, des gardes itinérantes de jour et de nuit, des gardes à domicile, soutien psychologique, etc. Ensuite, il y a la création sur tout le territoire de ce qu'ils appellent des MAIA, donc les maisons d'accès à l'autonomie, l'intégration des malades Alzheimer, qui est un peu une espèce de guichet unique où il y a un numéro de téléphone unique et où quelqu'un qui a une problématique en lien avec l'Alzheimer peut appeler et ça devient le lieu d'orientation de la prise en charge, où il y a un coordonnateur qui est nommé, qui est comme le chef d'orchestre de la prise en charge, puis qui va assurer la liaison entre les différentes équipes nécessaires dans la communauté, l'hôpital, l'hébergement si nécessaire. Ensuite, on a parlé d'équipes mobiles de gériatrie et psychiatrie. On visait la création de 300 équipes mobiles qui soient autant des consultants à l'interne qu'en extra-hospitalier. Encore une fois, c'est un peu sur le même modèle, gériatre, infirmière, travailleur social, plus ou moins ergo, physio, nutrition, physio, je l'ai dit, psycho, avec un consultant psychiatre. Je dirais qu'en France, la prise en charge des SCPD est beaucoup faite par la gériatrie, contrairement à d'autres lieux, avec des consultants psychiatrie occasionnellement. En France, en fait, il n'y a pas de formation reconnue en gérontopsychiatrie, il n'y a pas de diplôme non plus de gérontopsychiatrie formelle, c'est des gens qui s'y intéressent par la bande, donc. Et donc, cette équipe-là voit l'interface entre le domicile, EHPAD, ça veut dire longue durée, et l'hôpital, dans le but d'éviter les urgences hospitalières et qui vont s'occuper, dans le fond, des SCPD dans 75% des cas. Donc, EHPAD, c'est pour établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On pense que j'ai écrit là, ces équipes-là, donc, évitent l'hospitalisation, par exemple, dans 20% des cas. Ensuite, ils ont mis une mesure qui sont les ESA, donc renforcement du soutien à domicile en favorisant l'intervention de personnel spécialisé. Et là, c'est des petites équipes de professionnels qui contiennent ergothérapeutes, psychométriciens, qui vont aller à domicile dès le diagnostic et qui vont faire un peu de l'éducation thérapeutique ou de la remédiation cognitive, qui vont faire le bilan de l'adaptation du logement et qui, en cas de crise, peuvent aussi aider à la prise en charge du comportement. Donc, on parlait de 500 équipes spécialisées, soit 5000 places. Et ces équipes-là, donc, dès la prescription médicale, font des visites hebdomadaires pour 3 mois. L'État prend en charge de ces visites-là pendant 3 mois. On débarque à domicile, on fait de l'éducation aux familles, aux patients, puis on essaie d'adapter le milieu. Ensuite,
Mesure numéro 11, donc création de consultation mémoire, donc les cliniques mémoire. Sachez qu'en France, dans 100% des cas, le bilan sanguin est fait, la résonance et la neuropsie. Ils passent tous par là pour avoir un diagnostic d'Alzheimer, ce qui n'est pas rien. Et 40% au dessin ici, DPL 10%. Je trouvais ça intéressant. Mesure numéro 12, donc des centres mémoire de ressources et de recherche. Ça, c'est comme les cliniques mémoire de 3e ligne. Mesure numéro 15, amélioration du bon usage des médicaments. Donc, justement, d'encadrer la pratique de prescription des psychotropes. C'est ce que ça dit. Ensuite, autre structure, les USA. Les USA, c'est des unités spécifiques Alzheimer, parce qu'avant, on parlait d'EHPAD, qui sont la longue durée générale, et le problème, c'est que les EHPAD refusaient les patients avec STPD, donc on a créé des unités spéciales Alzheimer. En EHPAD aussi, le problème, c'est qu'il y a juste un aide-soignant de nuit. Un aide-soignant, je pense, c'est des préposés. Donc, se questionner sur l'éthique d'une unité fermée sans personnel. L'objectif, c'était d'avoir 3000 places en EHPAD qui soient vraiment dotées d'un projet de soins et un projet de vie spécifique, personnalisé pour les troubles de comportement. Une unité, donc, des unités qui sont renforcées en personnel avec un taux d'encadrement élevé et des interventions spécifiques avec du personnel formé, avec une architecture, un aménagement intérieur adapté. En moyenne, c'est des unités de 18 places, par exemple, par EHPAD. Il y a eu une étude, là, un sondage, dans le fond, de qui était la clientèle. J'en ai sorti quelques données. Donc, les critères d'admission, c'était pour fugue, donc des patients errants qui sont à risque de fuguer ou des comportements disproductifs, d'agressivité. Et bien sûr, les patients en sortent quand il y a une diminution de l'autonomie motrice. Le problème, c'est que il y a eu peu de financement pour rénover l'architecture des EHPAD en place. Donc, seulement la moitié avait un projet architectural qui était intégré et il n'y avait pas de cahier de charge, que j'ai compris de ce qu'était un cahier de charge, c'est-à-dire des espèces de normes, justement, standards sur lesquelles on devait se fier, ce qui fait que c'est encore un peu erratique ce qui se fait dans les EHPAD et les USA. Quand même, on vise des programmes d'activités thérapeutiques. J'ai mis ici un petit tableau, là, c'est la proportion des USA qui en contiennent. Donc, vous voyez que des ateliers de cuisine, de lecture, snozelaine, réminiscence, zoothérapie, etc., tout ce qu'on essaie de faire ici. Donc, d'essayer d'adapter ça comme étant un milieu de vie plus qu'un milieu de soins. Donc, la proportion qui sont souples dans les horaires du lever, du coucher, de la toilette, et non pas qui ont des routines institutionnelles, par exemple. L'autre mesure, c'est les PASA, qui s'appellent les pôles d'activité de soins adaptés. Ça, c'est comme un peu un centre de jour, un hôpital de jour de 12 à 14 places pour des patients qui ont des troubles de comportement modérés et qui ont besoin de programmation spécifique d'activité dans la journée. Où il y a surtout des assistants en gérontologie, des psychométriciens, des ergos, des orthos, mais il y a quand même une co-traitance de psychiatrie et médicale. Il n'y a que 13% des longues durées qui en ont pour l'instant, mais les objectifs de ce genre de programmation, c'est de diminuer les psychotropes et les troubles de comportement, évidemment. Enfin, création d'UHR, qui sont les unités d'hébergement renforcées. Alors là, c'est pour des patients qui ont vraiment des troubles très importants du comportement. Ils ont besoin de structures renforcées de 12 à 14 lits, qui sont un lieu d'hébergement et d'activité. Donc, pour ceux qui ont vraiment une agressivité qui est plus importante que la norme. Encore une fois, avec une dimension architecturale, un aménagement qui comprend la problématique avec du personnel renforcé. Et il y a eu création même d'un prix d'architecture Alzheimer pour récompenser les projets les plus innovateurs. Les UCC, mesures intéressantes, c'est à même ce qu'ils appellent les soins de suite et de réadaptation, ce qui veut dire à l'hôpital aigu, des unités cognitivo-comportementales, donc des unités d'hospitalisation aiguë pour les troubles de comportement de la démence, qui assurent la continuité des soins en facilitant l'accès donc à l'hôpital dans tous les cas où il y a une crise et que l'hospitalisation est nécessaire. Donc, une unité de 10 à 12 lits, à même les hôpitaux généraux. Encore une fois, idéalement dans une architecture adaptée avec des professionnels formés spécifiques où on fait un bilan, un diagnostic, un plan d'intervention.
Et donc, voici les membres de l'équipe qui en font partie. Et les admissions peuvent venir du domicile, de la longue durée ou même des lits d'hospitalisation d'autres unités dans l'hôpital. Finalement, d'autres mesures qui parlaient de l'hébergement des malades jeunes ou un plan de développement de métiers de compétences spécifiques. Donc, on parle du fait qu'il y a très peu de formation dans les corps de métier ou à l'université sur la gériatrie, la gérontopsychiatrie. Donc, de l'intérêt de former, d'intégrer les cursus académiques. Après 2008-2012 est venu l'autre plan, qui est le plan maladie dégénérative qui va jusqu'en 2019. Et ça, c'est en cohésion avec un projet de loi qui est passé en France relatif à l'adaptation de la société au vieillissement, donc où on veut anticiper, adapter la société et accompagner les personnes en perte d'autonomie. Il y avait 3 grandes priorités. Donc, encore une fois, améliorer le diagnostic, la prise en charge des malades, où l'on disait que ce qui était à renforcer, c'était donc des centres experts. Cette fois-ci, on élargit à la sclérose en plaques, à la maladie de Parkinson. On veut augmenter les mécanismes de coordination parce qu'on a reconnu que les objectifs du premier plan n'étaient pas atteints. Et pour assurer la qualité de vie des malades, donc encore plus d'équipes spécialisées, les petites équipes de professionnels qui vont faire de l'éducation à domicile initialement, plus de plateformes d'accompagnement et de répit, puis bien sûr développer la recherche. Donc en France, ça a l'air de ça, c'est mon petit schéma encore. Donc ici, le rôle de coordination se fait via les MAIA, l'espèce de numéro de téléphone unique de coordination avec dans le fond une espèce de gestionnaire de cas qui est attitré à la personne et qui va favoriser la liaison entre les différents soins, les équipes mobiles. On a nos petites équipes de professionnels à domicile qui viennent faire de l'enseignement. En longue durée, on a donc les unités spécifiques Alzheimer pour les troubles du comportement modéré, les unités d'hébergement renforcées pour les troubles de comportement sévères, puis les genres de centres de jour, hôpitaux de jour avec une programmation thérapeutique adaptée. Et à l'hôpital, certains patients sont hospitalisés dans les lits de gérontopsie, dans les lits de gériatrie, mais aussi spécifiquement dans les unités cognitivo-comportementales. Fait que ça fait du sens, ça donne. Bon, là, aux États-Unis, là, bonne chance. J'ai failli déclarer forfait parce que je suis revenue du congrès en ne comprenant rien du système américain. Eux autres, ils comprennent quand tu parles de Medicare, Medicaid et compagnie. Et donc, je suis allée au congrès de l'American Geriatric Psychiatry Association. On présentait un petit poster. Et finalement, Dieu merci, j'ai assisté à une conférence où on faisait référence à ce document qui a été une commande, dans le fond, du Congrès américain à l'Institut de médecine pour faire un rapport sur l'état de la santé mentale des aînés aux États-Unis. C'est une brique que je me suis tapée pour votre grand plaisir. Et bref, ma conclusion, c'est qu'aux États-Unis, mieux vaut être riche et en santé que pauvre et malade. Évidemment, c'est cela. Donc, et que dans le fond, les soins vont where the money is. Alors là, ne me demandez pas d'expliquer dans le détail c'est quoi le Center for Medicare, Medicaid. Donc, Medicare, quand même, c'est 40 millions de personnes âgées et Medicare décide quel personnel en santé mentale aux aînés sera payé pour quel type de service, puis conçoit l'organisation. Donc, Medicaid, c'est le principal payeur des longues durées pour les patients gérontopsychiatriques, ceux qui supervisent le minimum dataset, c'est-à-dire le RAI, l'Interrail, qui administre toutes sortes de programmes particuliers dans la communauté, etc. Et là, il y a toutes sortes d'instances comme ça, comme l'Administration on Aging. Eux, ils offrent les services non médicaux. Il y a le Health Resource and Service Administration. Il y en a qui administrent les services dans la communauté. Après ça, il y a les hôpitaux publics, il y a les hôpitaux privés, les hôpitaux publics conventionnés privés à but non lucratif, les hôpitaux de vétérans. Bref, c'est comme en perdre son latin. Quand même, on sait qu'aux États-Unis, il y a entre 3,9 et 5,1 millions de personnes qui sont atteintes de démence. Et donc, il y a une étude là, qui a montré 57% qui avaient au moins un SCPD dans le mois précédent. Donc, c'est hautement prévalent. On parle donc d'une problématique qui, en ce moment même, toucherait entre 2,2 et 2,9 millions de personnes aux États-Unis.
Et il y a une transition de la longue durée où maintenant va en longue durée des gens pour une courte admission. En fait, c'est vu comme des postes acute care plus que comme l'hébergement au long cours. Et donc, il y a moins de patients déments qui vont là. Les patients avec démence se retrouvent plus dans ce qu'on appelle des residential care et des assisted living facilities qui sont financés par l'État avec certaines normes. Donc, ils doivent fournir bien sûr les repas, la supervision, les médicaments, voire aux AVD, AVQ. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres housing facilities qui sont financées par le gouvernement fédéral, d'autres par les autorités locales, d'autres par l'État. Et donc, il y a une très grande hétérogénéité dans l'offre de services. Certains États refusent les patients avec des problèmes de santé mentale dans les assisted living, donc c'est un problème. En gérontopsychiatrie, les fellows sont reconnus depuis 91, donc le courant de gérontopsychiatrie provient des États-Unis. En 91, il y a eu 3000 diplômés environ, sauf qu'en 2010, il ne restait plus que 1300 diplômés et 58 en formation. Et il y a plusieurs articles qui parlent d'une crise du recrutement dans toutes les sphères des professions de santé mentale des aînés. Depuis 2006, entre autres, seulement la moitié des postes de formation supplémentaires sont comblés. Et il y a plusieurs barrières au recrutement, financières et autres, qui fait que les États-Unis sont alarmistes face à une pénurie, dans le fond, de professionnels spécialisés. Quand même, les États-Unis sont bons pour des publications de recherche, fait que je vais vous parler plus de certains résultats qui ont été intéressants. Donc, on conclut quand même que l'organisation des services en santé mentale aux aînés devrait se faire selon un modèle de soins chroniques avec une approche centrée sur le patient, avec des systèmes d'outreach pour aller dans la communauté, faire du diagnostic et des plans d'intervention, où on doit intégrer le patient et sa famille dans leur self-management. Je m'excuse, je passe au franglais là, parce que j'ai lu ça en anglais. Donc, tout ce qui est la mode ici du patient partenaire est intégré aussi. Des soins qui visent des équipes interdisciplinaires avec des rôles interdisciplinaires définis. Step care, ça veut dire qu'on commence par les interventions les plus simples vers les plus complexes, avec un suivi longitudinal du soin et des résultats par des care managers. Avec accès à des soins surspécialisés ou des mesures exceptionnelles dans certains cas et avec une imputabilité des résultats, ce qui souvent manque dans les systèmes de soins. Donc, un des programmes comme ça qui a fait littérature, c'est le programme Prevent, où il y avait un financement dans le fond d'une des agences là, pour la santé, et qui a étudié 153 patients avec une maladie d'Alzheimer dans la région d'Indianapolis, et où il faisait dans le fond soit un management de soins collaboratifs versus des soins un peu augmentés, des soins usuels un petit peu augmentés de première ligne. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une visite de counseling, de psychoéducation initiale des deux groupes. Le groupe traité, lui, avait une espèce de care manager qui était souvent une infirmière praticienne qui gérait une équipe inter. Et il y avait des rencontres bimensuelles puis mensuelles pendant 1 an avec le care manager et le patient et sa famille. Donc, en focusant sur les STPD avec des protocoles d'intervention standardisés pour identifier, traiter et suivre, avec surtout des interventions non pharmacologiques. Et à 12 et 18 mois, le groupe traité avait moins de troubles de comportement. On avait plus de prescriptions appropriées d'antidépresseurs et d'inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, plus de satisfaction, moins de détresse de l'aidant. Et par la suite de ce programme-là, ils ont fait un manuel de traitement pour diffusion un peu plus large à la communauté. La plupart des interventions se faisaient à domicile par la première ligne et avec une clinique spécialisée de démence pour support à la première ligne. Donc, la conclusion, en fait, de la brique que je me suis tapée, c'est qu'il y a une absence de modèle de soins en longue durée. En longue durée, aux États-Unis, la consultation psychiatrique était présente dans 25% des cas seulement. On a vu des modèles de consultation d'équipe où souvent c'était donc le psychiatre avec un case manager ou une infirmière, souvent une infirmière psychiatrique.
On a conclu que ça marchait plus ou moins. Il y avait des modèles, dans le fond, de consultation. C'était plus l'infirmière qui allait faire les consultations supervisées par un psychiatre. Le problème, c'est que Medicare finance pas les consultations psychiatriques dans la longue durée et finance pas les consultations de travail de l'infirmière s'il n'y a pas de médecin présent. C'est une barrière à faire ça. Il y a eu une étude Double Insure en 2010 qui a conclu que la plupart des recommandations des consultants sont pas suivies. Et donc, il y a peu de bénéfices du modèle consultatif et que, dans le fond, le modèle de consultation interdisciplinaire est beaucoup plus efficace avec des approches innovantes comme la téléconsultation, des approches qui impliquent le web, donc qui incluent, oui, du diagnostic, de la prise en charge, mais aussi beaucoup de training puis de coaching un peu longitudinal. C'était les modèles les plus efficaces. Bon, ils ont fait des recommandations, évidemment, que le Congrès désigne une entité responsable du développement, du renforcement des soins en santé mentale des aînés, qui a un rapport annuel de suivi de la pénurie critique et que les autres instances assument la responsabilité de construire, développer les professionnels de soins en santé mentale aux aînés, augmenter la compétence donc dans les programmes de formation des différents corps professionnels, qu'il y a un financement, dans le fond, pour faire tomber des barrières au recrutement de ces professionnels-là. Et donc, il y a une entité responsable de la collecte de données parce que c'était très difficile de faire un sondage et d'avoir une tête précise sur l'organisation des soins en santé mentale aux aînés aux États-Unis. Un petit mot sur OBRA 87 que probablement plusieurs d'entre vous connaissent. Ça provenait donc d'une loi, le Federal Nursing Home Reform Act, qui est devenue une loi avec la préoccupation de plus en plus augmentée de la communauté à l'effet que les services étaient de piètre qualité en hébergement aux États-Unis. Et donc, le Congrès a demandé, encore une fois, à l'Institut de médecine d'étudier comment imposer, dans le fond, des normes de qualité de soins en hébergement aux États-Unis dans les ressources d'hébergement financées par Medicare et Medicaid. Donc, ils ont fait un rapport en 1986 et finalement, ils disent que ce qui a permis d'implanter le rapport, c'est qu'il y a eu une campagne qui est provenue de la communauté aussi, où les gens ont manifesté qu'ils voulaient que ça devienne une loi, dans le fond, ce qui était dit dans ce rapport-là. Et donc, plusieurs États ont intégré les recommandations dans leurs critères d'approbation des nursing homes. Donc, ça imposait au BRA 87 des nouveaux standards de soins qui étaient beaucoup plus focusés sur les besoins des résidents. Donc, on disait que les résidences étaient responsables d'assister les résidents pour les AVD à vécu. Merci. D'avoir des activités sociales, des activités, donc qu'on soit concerné par la nutrition, qu'il y ait des services d'urgence quand il y a des problèmes, une pharmacie, des services dentaires, de la réadaptation aussi. La loi impliquait aussi de remettre les droits de l'homme au sein même des ressources d'hébergement, donc que chaque patient devait être libre d'abus, de maltraitement et de négligence et qu'ils avaient voix à pouvoir demander, dans le fond, une qualité des soins. Ils ont aussi demandé à ce qu'il y ait plus de personnel dans les nursing homes. Donc, il doit y avoir maintenant une infirmière licenciée comme directrice des soins infirmiers et des infirmières praticiennes licenciées qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et qui doivent avoir au moins 75 heures de training pour être engagées. Les contentions physiques qui étaient devenues très communes ont été, donc on a mis des critères très serrés d'utilisation des contentions physiques seulement en cas d'exception et avec un suivi spécifique. On a aussi mis des recommandations quant à l'usage des antipsychotiques et on a vu donc un déclin de l'utilisation des antipsychotiques suite à ça, là, comme vous voyez, 28 à 36% et aussi des contentions physiques. En 2007, on disait qu'il restait moins de 6% des patients qui avaient des contentions physiques. Avec tout un système de sanctions si les hébergements ne respectaient pas les normes, donc avec des visites surprises à chaque 15 mois où ils vont interviewer les patients, etc.
Ça a aussi mis en place l'implémentation donc du minimum dataset, donc toute la banque de données informatisée qui est utilisée maintenant partout en Amérique du Nord, sauf au Québec. Je te tourne le fer dans la plaie, je sais. Avec un plan de soins qui est préparé puis qui est revisé à intervalles réguliers. Donc, ce qu'on fait habituellement ici. Bon, retour au Québec. Donc, j'ai essayé de faire mon même petit organigramme pour le Québec. Comme vous voyez, je ne sais pas qui coordonne le tout. C'est un grand point d'interrogation. Voilà. Et donc, on sait qu'à domicile, ben, on a, selon les régions, des fois des équipes de psychogériatrie qui vont à domicile, des fois des équipes de soutien à domicile, des fois de la clinique externe de gérontopsie. RI et privé, ben là, c'est le grand point d'interrogation sur ce qui se passe là. Il y a, comme vous voyez, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de personnel qualifié. C'est ma grande inquiétude. Ils vont devoir avoir des gicleurs. Oui, ils vont avoir des gicleurs, merci Doris. Ils ne mourront pas par le feu. On est content. Donc, en CHSLD, on sait qu'on a des unités prothétiques, on a des unités SPEC, mais c'est un peu un melting pot de qui va où, puis qui sont bloqués complètement pour l'accessibilité. On a notre programme PHPE, j'aurais dû mettre les hébergements de transit aussi, là, donc où les patients peuvent passer comme ça, là, partout. À l'hôpital, ben, c'est un grand point d'interrogation. Les patients se retrouvent idéalement dans des lits de gériatrie, dans des lits de psychiatrie, dans des lits de neurologie ou, au pire, dans des lits de n'importe quoi ou à l'urgence. Et puis, ben, il y a peut-être des petites structures, le Molevin ou à l'Institut de santé mentale en région où on a des structures d'hospitalisation de moyenne durée un peu plus pertinentes. Donc, pour le Québec, ben, j'ai fait partie de différents comités. Je fais encore partie de différents comités, donc autant à l'Université de Montréal, la division de gérontopsychiatrie que à l'Association des médecins psychiatres du Québec, où on a écrit des tonnes de documents dernièrement, entre autres, un qui demandait la reconnaissance de la gérontopsychiatrie par le Collège des médecins. Donc, le Collège des médecins nous a consulté les différentes divisions universitaires et là, ils en étaient à faire modifier le Code des professions pour que ça soit une source spécialité reconnue au Québec aussi, pas juste au Canada. On a demandé aussi l'obtention de postes d'effectifs médicaux spécifiques en gérontopsychiatrie par le ministère pour protéger au moins les effectifs qui sont en place pour pouvoir recruter puis former parce qu'actuellement, on n'arrive pas à intéresser des résidents parce qu'on n'a pas de poste à leur offrir. Donc, ça serait une des façons de protéger l'expertise. Des programmes de formation du personnel, ben, je vous l'ai dit, on collabore ici, l'équipe SCPD avec le ministère pour faire un programme de e-learning qui va être offert à la grandeur du Québec, qui devrait, encore une fois, être en ligne imminemment. Les projets de télé-psychogériatrie qu'on a mis en place ici aussi. Le plan d'action en santé mentale du ministère et le plan d'action au service psychiatrique de la MPQ. J'y arrive. Donc, comme je vous disais, les capsules de formation qui sont une collaboration entre les 4 universités du Québec et différents experts des 4 universités. Il y a eu ces capsules en jaune qui ont été financées par le ministère qui devraient être en ligne sous peu et on est en demande de subvention pour compléter le programme. Il y a eu quelques modifications aux différents thèmes. On est, à ce jour, on a 7 projets de télépsychogériatrie à différents stades de leur évolution. On a eu un mandat de l'Agence de la santé et services sociaux de Montréal pour former l'ensemble des CSS du territoire. On fait aussi des consultations à la pièce. Je parle encore une fois de l'équipe SCPD d'ici. Alors ça, c'est le plan d'action en santé mentale du ministère. Il n'y a aucune mention de gérontopsychiatrie, personnes âgées, démence, Alzheimer, SCPD. Vous ne trouverez rien là-dessus. Et donc, parce que c'est mort, parce que c'est ben, en fait, le plan d'action santé mentale a beaucoup focusé sur les services à la première ligne et à la communauté. Et donc, en réponse à ça, l'Association des médecins psychiatres du Québec est en train de pondre un document pour dire qu'il faut s'intéresser aussi aux clientèles de 2e, 3e ligne, ce qu'on voit en psychiatrie, qui sont pas du tout nommés dans ce plan d'action-là. Et moi, j'ai été responsable, donc, en concertation avec plusieurs gérontopsychiatres du Québec, d'écrire la partie gérontopsychiatrie. Donc, je vous lance les premières lignes, là, c'est pas officiel. Mais donc, qu'on reconnaisse des prêmes spécifiques en gérontopsychiatrie en nombre suffisant pour assurer les divers rôles qui leur sont dévolus selon les jalons de dotation recommandés par la Commission de la santé mentale.
que les directions de santé mentale et de soins aux personnes âgées du ministère se concertent et mandatent un organisme national pour établir des trajectoires de soins optimales pour les clientèles gérontopsychiatriques comme définies par la Commission de la santé mentale. Donc, que ce Centre national d'excellence devrait donner mandat par la suite au CIS et au CIUS de structurer un réseau véritablement intégré de soins et de services en gérontopsychiatrie qui repose sur des ressources suffisantes pour constituer des équipes mobiles interdisciplinaires en gérontopsychiatrie et la création ou l'optimisation de lits d'hospitalisation spécifiques minimalement, et que les organismes responsables d'hébergement, donc les CIUS, l'agence, réorganisent le parc de lits en fonction des besoins spécifiques de différentes clientèles, donc au niveau de l'organisation physique, du ratio de personnel, de la formation de personnel, des modalités d'intervention thérapeutique, de la couverture par les équipes mobiles, via la conception et le rehaussement de regroupements de clientèle distincts pour les patients avec STPD, donc ceux qui font de l'errance, ceux qui présentent de l'agressivité, ceux avec des pathologies psychiatriques chroniques sans démence, afin de structurer les ressources nécessaires à la mise en place d'un plan d'intervention adapté. Et on pense que les organismes devraient également revoir les mécanismes d'accessibilité à ces ressources d'hébergement pour assurer une fluidité, éviter des délais indus puis les multiples déplacements qui sont nuisibles à la clientèle fragile. Donc, loi 10, à l'heure des CIUS, la gérontopsychiatrie sous le STAPA, qu'est-ce qu'on en pense? Je ne le sais pas. On attend de voir comment ça va descendre, ce plan-là. Et la loi 20, donc, est-ce que c'est ça qui nous attend, la barétothérapie? Oui, il dit, c'est assez long votre consultation, et la pauvre madame attend. Bref, le Québec de demain, moi, ce que j'y vois idéalement, c'est que au centre, on aurait ces équipes ambulatoires, STPD, équipes surspécialisées de gérontopsie, comme c'était écrit dans le plan Alzheimer. Donc, des équipes qui pourrait être un mélange des équipes anciennement SAPA, soutien à domicile, gérontopsychiatrie, qui a une réelle cohésion entre ce qui se faisait en CLSC, en hôpital, en institut universitaire, pour former des équipes spécialisées qui soient donc responsables de toute la liaison entre les différents services, hôpitaux aigus quand il y a des crises d'hébergement à domicile. Donc, c'est ça, ces équipes-là pourraient continuer d'offrir leurs services à domicile, mais offrir une réelle prise en charge avec facilitation, l'hospitalisation sur des unités spécifiques de co-traitance pour des patients déments avec psychiatrie, pour éviter justement qu'ils soient barouettés, parce qu'actuellement, autant en gériatrie qu'en neuro, qu'en psychiatrie, tout le monde dit que c'est à l'autre de prendre charge du patient parce qu'on sait que c'est des patients compliqués qui bloquent des lits et ils ont des pénalités financières quand ils admettent ces patients-là. Donc, il y a une réelle imputabilité par une unité co-traitance. Quand c'est HSLD, dans le fond, oui, qu'on garde nos unités SPEC. Je pense que c'est un beau concept, c'est un bon concept, mais il faut en huiler les rouages pour qu'il n'y ait plus d'accessibilité puis que les bonnes clientèles se retrouvent aux bonnes places. Garder des unités prothétiques pour nos patients errants, je pense qu'on ne peut pas faire exclusion de ça. Éventuellement, est-ce qu'une coordination complète pourrait permettre d'éviter tout ce qui est PHPE et multiples déplacements? Ça serait l'idéal. Et j'ai parlé de cahier des charges, je reprends du vocabulaire français, c'est-à-dire qu'il y a de réelles normes dans les RI et au privé. Ça, je pense que ça va être un grand défi des prochaines années. Donc, j'aurais voulu échanger avec vous sur ce que vous pensez dans les quelques minutes qui nous restent, puis juste pour vous dire que je vous ai laissé les liens Internet pour les capsules de formation STPD, pour des capsules pour les aidants qui vont être mis en ligne prochainement. Tout est sur notre site de l'Institut de gériatrie, l'équipe STPD, et vous avez aussi tous les documents, les guides de pratique que j'ai co-dirigés avec le foyer sur tout ce qui est évaluation, intervention pharmaco, non pharmaco pour les STPD au dernier lien que vous avez ici.